à tous et bienvenue dans votre émission Smart Impact. Nous sommes ravis d'être avec vous pour parler RSE, transition écologique et démarche éco-responsable des entreprises. Des enjeux au cœur de la reprise, mais aussi essentiels pour le monde de demain. Ecopo, média de solutions dédié à l'impact des entreprises et partenaire du rendez-vous. À mes côtés, justement, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour, Émilie. Bonjour, Eva. Je suis en effet ravie qu'Ecopo soit partenaire de Smart Impact et mette son expertise au service de cette nouvelle émission pour vous aider à décrypter la transition économique responsable que nous sommes en train de vivre. Alors, au sommaire, aujourd'hui, nous verrons comment les grandes entreprises s'inscrivent dans une démarche durable avec notre invitée Hélène Valade, qui est présidente de l'ORS, l'Observatoire de la RSE, et directrice développement environnement de LVMH. Nous parlerons ensuite du rebond post-Covid des entreprises dans notre débat avec Fabrice Bonifay, qui est directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues, et il est président également du C3D, le Collège des directeurs du développement durable. Et nous aurons avec lui Cécile Colonna d'Istria, la fondatrice de ProDurable. Puis enfin, nous mettrons en avant la bonne pratique d'une TPE. Et aujourd'hui, il s'agit de la famille Michaud Apiculteur. Enfin, nous recevrons Étienne Beaugrand, le cofondateur de la start-up Pégreen. Mais d'abord, nous commençons cette émission avec les infos qui ont attiré notre attention. Oui, Émilie, on commence par une annonce du géant de la mode en ligne Zalando. La plateforme ne vendra plus à partir de 2023 de marques qui ne sont pas éco-responsable. Elle laisse 3 ans à ses 2500 marques partenaires pour améliorer leur impact environnemental et social. Autre annonce du groupe, il entend réduire de 80% son empreinte carbone d'ici 2025. Émilie, la transition écologique et sociale du secteur de la mode, ça commence maintenant. Oui, exactement. Maintenant, un secteur qui, lui, tarde un peu à faire sa transition écologique. Oui, c'est le secteur de la publicité. Consumériste et énergivore, la publicité est de plus en plus pointée du doigt. 2 rapports proposent des pistes pour réformer le secteur. Ces 2 rapports présentés par des associations, mais aussi des institutions gouvernementales, notamment rapportés par la Fabrique écologique, s'accordent sur la nécessité de mieux encadrer la publicité dans l'espace public en interdisant les pubs des produits polluants ou encore par la mise en place de visuels écologiques, en atteignant la neutralité carbone d'ici 2050 ou en éteignant les panneaux la nuit. Enfin, Eva, vous vouliez nous parler d'un événement important qui aura lieu cet été. Oui, dès demain et jusqu'au 9 juillet, le Festival de l'économie engagée. Un festival en ligne pour imaginer de nouveaux modes de production et de consommation, mode économie circulaire, alimentation, tourisme. À travers des ateliers et des conférences, les participants pourront échanger avec des personnalités engagées autour de ces enjeux. Comment nourrir le monde de demain ou à quoi ressemblera le voyage du futur? Réponse dès demain donc. Et c'est maintenant l'heure de l'interview et de notre invité du jour. Oui, Eva, elle est directrice de l'ORS, de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, et elle est également directrice du développement environnement de LVMH, c'est Hélène Valade. Bonjour Hélène. Bonjour mesdames. Alors, Hélène, on va commencer tout de suite par une question d'actualité. Comment les entreprises ont réagi à la crise? Beaucoup ont su transformer leur activité. Oui, c'est vraiment la bonne question parce que pendant cette crise, les entreprises se sont adaptées, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à mettre sur la table un certain nombre de solutions pour répondre à cette crise en transformant leur mode de production. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je pense notamment à la fabrication de gel hydroalcoolique qui a été fait par des laboratoires de parfums et cosmétiques, par exemple chez LVMH, ou alors de la production de masques dans des ateliers de couture dont c'était pas la finalité au départ. Donc au fond, cette crise, elle a révélé que l'économie circulaire, donc un autre modèle économique, était possible, poussé, aiguillonné par l'urgence, mais tout de même, ça a marché. Et ce faisant, et je pourrais évidemment donner plein d'autres exemples, les banques, par exemple, ont mis en place des dispositifs pour aider notamment les petites PME, qui sont aussi à regarder de près pour voir comment ça peut perdurer par la suite. Mais donc, tout cela a montré que c'était possible, et ce faisant, les entreprises ont accumulé une sorte de capital de confiance sociétale
extrêmement important. Donc le premier sujet maintenant, c'est aussi de conserver ce capital-là, ce capital de confiance. Les études le montrent très bien. D'ailleurs, il y a des attentes très fortes à l'égard de l'entreprise après la crise et après donc le confinement. Donc on peut dire qu'elles ont su profiter en fait finalement de cette crise pour entamer en tout cas une démarche plus collective, plus durable. C'est ça, elles se sont adaptées, elles ont fait des choses qu'on pensait pouvoir faire, qu'on n'avait jamais réussi à faire, notamment des partenariats entre elles. Je pense au partenariat entre Schneider Electric et Air Liquide pour construire et fabriquer des respirateurs. Donc vous voyez, ça c'est des modèles contractuels d'un nouveau genre avec la question de la responsabilité entre les deux entreprises. Donc tout ça c'est vraiment à observer de près pour voir comment ça peut être pérennisé après. Parce que ce modèle de l'économie circulaire, on savait bien qu'il n'était pas simple. Il pose des questions puisqu'il fait travailler ensemble différents types d'acteurs. Donc on a besoin de véhicules juridiques différents, on a besoin de systèmes assurantiels différents aussi. Et donc ça a été rendu possible pendant cette période. Voilà, donc à poursuivre. Puis la deuxième chose, c'est la raison d'être. Je crois que ce qui a fait et ce qui a donné la puissance à cette dimension humaine et ce qui a rendu possible l'adaptation à cette crise des entreprises, c'est justement la capacité des salariés à se sentir solidaires de leur entreprise pendant ce moment-là. Et ça, on sait bien que c'est absolument le but de la raison d'être que de formuler une finalité qui est une contribution à des enjeux externes à l'entreprise et qui, du coup, incarne bien ce syncrétisme entre interne et externe de l'entreprise et cette nécessité de participer à des enjeux qui nous dépassent, qui dépassent l'entreprise en tant que telle, que ce soit le climat, la biodiversité, l'inclusion. C'est ça la raison d'être. Les entreprises, les salariés se sont fait confiance, en fait. Oui, se sont fait confiance, ont été très solidaires. Donc, il y a eu vraiment des collaborations dans les entreprises, entre directions, d'ailleurs, qui n'ont rien à voir habituellement à faire entre elles, donc des fonctions différentes qui se sont mises à collaborer. Et c'est cet état d'esprit-là qu'on retrouve dans la raison d'être. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont repris ce travail, qui avait été d'ailleurs commencé avant la crise du Covid, et qui sont en train de préparer leur sortie de raison d'être dans une logique vraiment de contribution et d'engagement, pas simplement dans une logique de communication. On savait que c'était un peu la critique sur ce sujet. Et toutes les entreprises sont concernées. Alors, est-ce que les grandes entreprises, les grands comptes, sont compatibles avec la responsabilité ? Ce que beaucoup reprochent, et notamment d'un point de vue financier. Oui, alors elles sont encore plus concernés par cette affaire de responsabilité. Les grands groupes, encore une fois, ont vraiment consolidé ce capital d'utilité sociétale pendant la crise et souhaitent vraiment le conserver. Alors maintenant, tout est... Et il ne faut pas faire de langue de bois. On est tous pris dans un dilemme, et les directeurs RSE et de développement durable en premier, un dilemme vraiment épouvantable qui est, d'une part, il y a baisse de l'activité comme on n'a jamais vu, donc avec toutes les conséquences que ça a sur le pouvoir d'achat, et puis de l'autre, la nécessité d'une relance, et encore plus la nécessité d'une relance verte. Bon, donc comment résoudre cette équation en faisant confiance aux gens, parce que les attentes des gens sont en train de changer de manière radicale, ou en tout cas sont en train d'être consolidées. On sentait ce mouvement des opinions publiques vers plus de vert, une relance, enfin un modèle économique plus vert, etc. Là, on sent bien que c'est complètement inscrit dans les consciences. Ça ne va pas être facile, mais en tout cas, la demande, l'attente est là. Pour une raison très simple, c'est que les gens ont parfaitement compris que l'origine de la crise du Covid, elle était liée à un sujet environnemental et notamment à la perte de biodiversité pour les habitats sauvages. Et les gens ont parfaitement compris ça. Et donc, cette prise de conscience, au fond, de cette interaction entre environnement et santé, il est installé dans les consciences, d'où ces demandes. Et ça va jouer un aiguillon très fort pour les entreprises, pour les grands groupes dont vous parliez, qui du coup s'engagent et renforcent des politiques de trajectoire de transition verte, par exemple, beaucoup plus fortement que ça l'était fait avant la crise. Les gens sauront faire la différence entre la communication et l'action ? Alors après, c'est toute la question, effectivement, de comment on donne à voir cela
aux consommateurs, aux clients. C'est toute la question, par exemple, de l'étiquetage environnemental, de l'origine environnementale de nos produits. C'est aussi toute la question de la performance extra-financière des entreprises. Et tant que cette performance d'un autre genre, donc extra-financière, ne sera pas affirmée, notamment dans la sphère des investisseurs et dans la sphère financière, alors effectivement, on continuera à avoir du mal. Mais dès lors que la valeur d'une entreprise ne repose pas uniquement sur les critères classiques économiques et de profit, mais aussi, et dans le même temps, si je peux me permettre l'expression, sur une performance environnementale, sociale et sociétale, alors ça sera gagné et alors il y aura un véritable mouvement d'accélération. Les résultats sont donc plus importants que les objectifs aujourd'hui. Avoir des résultats assez vite, c'est très important. Continuer à s'inscrire quand même dans du temps un peu long, notamment pour le climat. Inscrire l'action de l'entreprise dans une trajectoire de neutralité carbone, ça ne peut pas être fait pour demain. Donc, automatiquement, c'est sur des perspectives 2030-2050. Mais avoir des objectifs avec des résultats que l'on veut atteindre l'année prochaine, alors oui, là, il me semble en tout cas que ce rapport au temps est en train de changer et qu'il faut des résultats extrêmement rapidement. Et avec ce qu'a dit le président Macron dimanche dernier, vous êtes confiante La relance écologique. Je pense qu'à la sortie de cette crise, il faut aussi travailler à redéfinir les rôles de l'État et de l'entreprise. Parce qu'au fond, on a bien vu qu'il y avait de la co-construction, de la participation des uns et des autres pour résoudre les éléments de cette crise. Que retire-t-on de cela maintenant? Quel type de partenariat public-privé, un peu d'un nouveau genre et peut-être plus dynamique que certaines formes qu'on avait connues par le passé, peuvent-elles être mises sur la table? Ça, c'est une des questions sur lesquelles on travaille beaucoup à l'ORS ou avec les directeurs du développement durable, et notamment l'idée d'une stratégie industrielle avec un plan de formation qui correspond à cette stratégie, beaucoup plus co-construite entre public et privé. Ça, je pense que c'est effectivement une des pistes pour décider des investissements, dans quelle filière, comment flécher l'argent dans ces filières-là et comment accompagner cela de plans pour l'emploi et donc pour la formation à des nouveaux métiers, par exemple. C'est difficile en ce moment pour vous en tant que présidente de l'ORS, pour les directeurs RSE, ils se posent beaucoup de questions. Comment ça se passe pour les grandes entreprises là? On se pose beaucoup de questions, mais en même temps c'est enthousiasmant parce que c'est comme si une nouvelle donne était possible, qui à la fois renforce des choses qui étaient en émergence avant la crise, dont la crise a montré. C'est quand même paradoxal de dire ça, mais a montré quand même toute l'utilité et toute la pertinence. Donc c'est ça maintenant qu'il faut renverser dans ce contexte effectivement de perte d'activité compliqué, mais ils ne sont pas du tout désespérés. Les directeurs du développement durable ou de RSE, ils prennent ça plutôt comme un challenge et on voit que ça bouge. On voit que la conscience de tous ces sujets par rapport à il y a 2 ans, c'est extrêmement important. Par rapport à 2 ans, par rapport à 2008 aussi, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui a changé en fait? Pourquoi en 2020, la relance est verte? En 2008, on ne se posait pas du tout ces questions-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de relance verte et vous êtes actif en termes de transition écologique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2015 quand même entre-temps. Il y a eu des COP climat. Je pense que le climat était la mère de toutes les autres batailles. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose en 2015 d'extrêmement important qui a fait comprendre l'ampleur du sujet et de là à cascader un certain nombre de décisions et notamment des engagements, ces fameux pledges des entreprises pour le climat. Et puis très vite ont pris le relais les jeunes. Et là, ça date d'1 an. Je pense notamment à ceux qui ont lancé le manifeste pour un réveil écologique, qui émane des universités, qui ont pénétré l'univers des entreprises en prenant les rendez-vous avec les patrons directement, et qui donc ont renforcé cette visibilité du sujet climatique. Je pense que c'est ça qui a changé. Et du coup, ça devient aussi un sujet d'attractivité pour les entreprises, parce qu'on a besoin d'avoir les meilleurs avec nous, donc d'avoir les jeunes, et ces jeunes-là ont des attentes nouvelles. Voilà, donc c'est tout ça qui explique que ça devient un sujet d'intérêt
absolument collectif, vous avez raison. Et vous faites confiance à la jeunesse, on l'a compris. Merci beaucoup Hélène Valade d'avoir été avec nous pour cette interview. On passe à l'initiative du jour. Merci à vous. Émilie, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, l'initiative du jour est celle d'une PME qui fête cette année ses 100 ans. Alors, il s'agit de la famille Michaud Apiculteurs, implantée dans les Pyrénées-Atlantiques. Et cette entreprise familiale vient de recevoir le label PME+. Absolument, Eva, le label PME+, qui récompense ses engagements responsables. Alors, parmi eux, il y a la volonté de privilégier le local. La famille Michaud Apiculteurs travaille en effet avec 400 apiculteurs partenaires issus de départements voisins. Et ce n'est pas la seule mesure que la PME a mise en place, Émilie. Oui, Eva, en 2018, la PME a rapproché son site de stockage de 3600 km à 104 km de son entreprise pour réduire son empreinte carbone et sa consommation de carburant. Et cette année, ils vont encore plus loin. Puisque leur nouvel entrepôt sera un bâtiment dit passif, donc dont la consommation énergétique est très basse, voire compensée parfois. Donc situé près de l'entreprise, encore plus près cette fois à 22,4 km. Et vous me faites une bonne transition, Émilie, parce que l'un de nos 2 prochains invités est notamment un expert des bâtiments passifs. C'est en effet l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Nous accueillons tout de suite en plateau Fabrice Bonifay, directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues, mais aussi président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, ainsi que Cécile Colonna d'Istria, la fondatrice de ProDurable, le salon des acteurs de l'économie et de l'entreprise durable. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le thème de notre débat aujourd'hui, l'après-Covid, un accélérateur de transition écologique. En effet, nous assistons en ce moment à une explosion d'initiatives responsables de la part d'entreprises de toute taille. Est-ce que le Covid les a fait réfléchir ? Je voudrais bien. Mais j'attends de voir. C'est un peu récent encore pour dire que ça va les transformer en profondeur. On voit bien en tout cas qu'on ne peut pas continuer comme avant. Par contre, les recettes pour faire autrement n'existent pas encore vraiment partout. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a une vraie volonté d'agir différemment parce qu'il y a une pression sociétale qui est énorme, mais il y a surtout une pression climatique. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, la crise du Covid, c'est rien par rapport aux changements climatiques qui sont en cours. Et j'ai peur qu'on traite le changement climatique avec des médicaments qui permettent de soigner à peine un rhume, alors qu'on a un cancer métastasé de notre société sur cette histoire du climat. Donc on a, c'est vrai, des bonnes volontés, mais je ne suis pas sûr que tant des pouvoirs publics, tant du côté des pouvoirs publics que du côté des entreprises, enfin de certaines entreprises en tout cas, on ait bien pris la mesure du changement qu'il va falloir mettre en place pour prendre en compte ce sujet climat. Un petit chiffre. Aujourd'hui, la crise du Covid, ça fait à peu près à l'échelle mondiale, ça fait 7% des émissions de gaz à effet de serre en moins à l'échelle planétaire du fait que l'économie se soit arrêtée. Et c'est à peu près ce qu'il faudrait qu'on puisse arriver à faire tous les ans, d'ici 2050, pour respecter ce que nous disent les scientifiques du GIEC sans arrêter l'économie. Donc changer vraiment le site. Donc on voit bien la mesure des changements à opérer. Donc il ne suffira pas de verdir à la marge certaines initiatives des entreprises. Il va falloir changer en profondeur nos modèles de société, nos modèles de consommation et de comportement. Ce n'est pas encore tout à fait gagné. Qu'en pensez-vous, Cécile Colonna d'Istria ? Est-ce que les entreprises réaffirment leur raison d'être en ce moment ? Alors effectivement, moi j'espère que c'est effectivement cette crise du Covid une accélération. Parce qu'en quelque sorte, ça remet un peu les pendules à l'heure et ça refixe des priorités. Quelles sont les priorités aujourd'hui ? On l'a vu, on a vu qu'on était extrêmement vulnérable, qu'on est en lien avec le vivant. Et ça nous a prouvé qu'effectivement l'environnement et nous, on est dans un écosystème. Ça remet quand même en cause beaucoup le rôle de nos organisations sociales, politiques, le rôle de l'État. Ça a beaucoup remis en cause notre relation au travail aussi, il faut bien le dire. Mais je crois que le plus important, c'est que ça a remis en question notre relation à la consommation et donc à l'environnement et à la protection de la planète. Et ça, je crois, et j'espère en tout cas, que de nouvelles priorités à nouveau vont être réaffirmées. Vous êtes plutôt optimiste ? Oui, je suis optimiste parce qu'il y a une vague de fond, de toute façon, et une lame de fond qui est engagée depuis longtemps.
et qu'aujourd'hui, il y a une forme d'urgence et qui est d'ailleurs confirmée par toutes les attentes des consommateurs et des citoyens. Et une étude a été menée pendant le confinement auprès de tous les Français qui réaffirme que leur priorité aujourd'hui, c'est la défense de l'environnement et la protection de la planète, l'empathie et finalement l'inclusion aussi et l'empathie et le retour aussi à la relocalisation et l'emploi. Donc ce sont quand même 3 priorités importantes et l'entreprise ne peut pas rester sourde. La vraie demande, elle vient de là en fait. Elle vient du consommateur, elle vient du grand public. Oui. Certains, enfin ceux les plus éduqués, sont en demande. On dit souvent que les Français ou même les Européens sont contre la mondialisation, sauf quand ils font des courses. Donc il y a plein d'injonctions contradictoires en fait dans tout ça. C'est vrai qu'il y a une volonté, je suis d'accord avec ce que dit Cécile, il y a une volonté de changement, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien pris conscience de la nature réelle du changement opéré. C'est plus qu'un changement à la marge qu'on doit mettre en place. C'est un changement vraiment en profondeur. Et pour ça, ça nécessite de revoir le modèle économique des entreprises. Donc il y a 25% de l'effort qui doit être consenti par les citoyens, par des changements de comportement de consommation. Et puis après, le reste, ça doit venir des entreprises. Le modèle d'affaires, c'est-à-dire comment l'entreprise produit de la valeur, avec un modèle qui doit être aujourd'hui clairement décarboné. Et on doit passer d'une approche linéaire à une approche circulaire. Donc linéaire, c'est j'extrais des matières premières que je ne paye pas, la nature ne facture rien, je fabrique des produits avec une obsolescence plus ou moins programmée, je consomme ce produit sur une durée quand même très, très courte, puis ensuite c'est jeté sans autre forme de procès, avec très peu de réemploi, très peu de recyclage. Bon, cette approche-là, qui est très dispendieuse en énergie et en ressources, n'est pas soutenable. Donc il faut arriver à mettre en place une approche complètement différente, basée sur l'usage des produits, issus de la transformation des matières premières. Et cette économie de l'usage, elle existe très peu encore aujourd'hui à l'échelle planétaire. Il n'y a pas que la France. Donc il y a vraiment un gros travail de pédagogie aussi à faire vis-à-vis des acteurs pour que progressivement, on puisse arriver à faire ce changement. On n'a plus beaucoup de temps, car l'emballement climatique, il est à nos portes. Il nous reste à peine une dizaine d'années pour ensuite, si on n'y arrive pas dans les 10 ans qui viennent, ce sera trop tard. Il y aura ce qu'on appelle l'emballement climatique qui fera qu'on ne pourra plus revenir du tout en arrière. Donc c'est quand même assez stressant. Alors moi, je suis optimiste parce qu'il y a des solutions. Effectivement, il y a des solutions dans quasiment tous les domaines d'activité. L'agriculture, le bâtiment, le textile, l'alimentation. Donc il y a quand même des moyens de faire autrement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est cette acceptation et faire en sorte que les pouvoirs publics, d'une part, les entreprises, d'autre part, se mettent d'accord pour flécher des investissements, flécher la fiscalité, flécher les aides, de manière à ce qu'on puisse vraiment aller vers une prospérité sans croissance de flux carbonés qu'on doit éliminer de notre société. Et prouver que économie et responsabilité ne sont pas incompatibles. On a vu que le MEDEF, d'ailleurs, avait reculé au moment du confinement en disant qu'il fallait lever le pied là-dessus. Finalement, il a l'air de revenir sur ses opinions là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais moi, je pense que le paradigme économique qui a dominé depuis ces 100 dernières années, c'est la croissance infinie dans un monde fini en ressources. On sait que ça, c'est mathématiquement pas possible. Hein. Tous ceux qui ont été un petit peu à l'école, ils savent que des exponentielles, c'est pas possible. Donc, il va falloir inventer un nouveau modèle de croissance. C'était une réaction de la vieille école, la réaction du MEDEF à ce moment-là. D'ailleurs, tous ceux qui disent ça savent que c'est pas possible de toute manière, parce qu'ils sont intelligents, ces gens-là. Donc, on arrive au bout du système. Là, il faut arrêter de faire croire des trucs à des gens qui sont aujourd'hui mathématiquement pas possibles, et physiquement pas souhaitables d'ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'économie. Il y a des emplois, il y a des entreprises, mais on peut arriver à une certaine forme de prospérité en utilisant moins de ressources. C'est possible. Mais ça nécessite de tout revoir et d'aller vers une espèce de prospérité sans croissance. Ça veut dire prospérité sans croissance de flux. Ça veut dire... faire peur à plein de chefs d'entreprise. Non, mais non, c'est tout le contraire. Parce que ça crée des emplois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait la croissance du PIB, c'est notre capacité à faire tourner des machines. Et les machines sont alimentées par de l'énergie. S'il y a un peu moins de machines, il y aura un peu plus de gens au boulot. Et le vrai sujet de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est comment on va arriver à payer des salaires et comment on va arriver à faire travailler des gens. Et donc, cette économie du local, cette économie circulaire, cette économie qui sera plus sur les territoires, c'est une économie qui va embaucher des gens. Et je pense que le vrai défi, en fait, de l'écologie, c'est bien de faire travailler les gens.
Il nous reste 1 minute, vous voulez rebondir peut-être là-dessus? Oui, le seul exemple est celui de la réparation de nos biens matériels, un grille-pain ou un micro-ondes. Aujourd'hui, on peut le réparer, on doit le réparer, ça créera de l'emploi, ça aura un impact bien moindre sur l'environnement et sur les ressources, hein, et effectivement, ça aura un impact positif dans tous les domaines, y compris pour l'entreprise. Donc effectivement, il faut sortir de cette surenchère au productivisme qui voulait toujours plus ponctionner, produire et vendre, pour imaginer effectivement un autre modèle, effectivement circulaire et de recherche de sobriété. Je pense qu'il y a cette idée de sobriété qui est au cœur de nos enjeux aujourd'hui. Je crois que c'est très important de parler de sobriété, de solidarité. Ces ressources, elles ne sont pas illimitées, donc il faut qu'elles soient effectivement... il faut être sobre dans l'usage de nos ressources et pour partager davantage effectivement ce que nous avons à notre disposition. C'est déjà la fin de ce débat, c'est passé vite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et on passe, merci. Et on passe à la bonne idée du jour. L'idée du jour, il s'agit de Paygreen, une solution de paiement positif engagée depuis 2015. Pour en parler, nous accueillons sur notre plateau son cofondateur, Étienne Beaugrand. Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter Paygreen et à quel problème répond-il? Alors Paygreen, et ça va devenir le premier établissement de paiement neutre en carbone et solidaire en Europe. On vient proposer une solution de paiement en ligne aux professionnels du commerce de détail, aux restaurateurs et très prochainement au tourisme. On va permettre à ces professionnels d'encaisser des paiements carte bancaire, Visa, Mastercard, aux restaurateurs tout ce qui est titre restaurant dématérialisé et au tourisme tout ce qui est chèque vacances et chèque connect. Et la particularité de cet établissement, c'est évidemment qu'on vient répondre à des problématiques sociales et environnementales. Donc, on propose à nos clients 2 options. La première, c'est l'arrondi en ligne, que le grand public connaît bien, puisque ça existe déjà en caisse physique. C'est le principe de rajouter quelques centimes pour financer des associations. Donc là, on vient promettre de satisfaire les besoins des associations en termes de collecte de fonds, puisqu'elles ont des problèmes pour collecter des dons de plus en plus. Donc on a une solution à ça. Et la deuxième option qu'on vient proposer à nos clients, c'est une option qui s'appelle TRI, qui est une option de compensation carbone. Et là, on vient traiter toute la donnée des plateformes numériques pour présenter en temps réel au consommateur, lors de son parcours d'achat, l'impact environnemental de sa consommation. Donc là, on a une mission d'information, de façon à ce que, par exemple, quand on vient choisir le transporteur ou qu'on vient choisir son mode de livraison, express ou lent, on ait une information autre que le temps, une information sur l'impact environnemental. L'objectif, c'est d'aller présenter de l'information au consommateur pour qu'il puisse orienter sa consommation en toute connaissance de cause. Et on a envie de dire que, vous connaissez sûrement Yuka, qui est l'application Nutri-Score, que Paygreen est en train de créer un Climate Score pour que les clients aient de l'information à ce moment-là. Et en fin de parcours d'achat, eh bien, à la mode de l'arrondi, permettre aux consommateurs et aux marques de venir compenser ces émissions en finançant des projets bas carbone, c'est-à-dire de financer des crédits carbone. Aujourd'hui, vous travaillez avec des PME, on va dire. Là, vous attendez une nouvelle levée de fonds pour travailler peut-être avec des clients un peu plus gros? Alors, effectivement, on travaille avec des TPE, des PME. On travaille déjà, en fait, avec des grands groupes de l'alimentaire ou des grandes marques, que ce soit sur l'aspect monétique et l'aspect environnemental et sociétal. Effectivement, on va lever de l'argent très prochainement pour développer cet établissement et de façon à aller de plus en plus loin sur les options qu'on propose. Par exemple, typiquement sur TRI, on va être en capacité de présenter de plus en plus finement les impacts carbone des produits qui sont distribués. Merci beaucoup Étienne Beaugrand, je le rappelle, cofondateur de la start-up Paygreen. L'objectif de cette émission, c'est vraiment de mettre en avant des solutions inspirantes. Nous en verrons plein d'autres. Eva? Tout à fait, c'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. On vous retrouve demain avec Émilie. Oui, Eva, pour d'autres débats et d'autres solutions. Au revoir. À très vite.